Alors, à l'automne de 1967, après les 6 ans et demi d'Europe, je suis donc parti pour le Congo-Kinshasa, plus précisément à l'université Lovanium, qui était une filiale à l'époque de l'université catholique de Leuven, Louvain, puisque Louvain-la-Neuve n'existait pas encore. Elle sera d'ailleurs construite comme ville universitaire après la guerre entre les Wallons et les Flamands, et une guerre. J'étais présent à l'époque lorsque les étudiants flamands lançaient le Wallenbuiten, donc Wallon ailleurs, au dehors, et que c'est, au fond, Monseigneur Gillon, qui était le recteur de Lovanium au Congo, qui, lorsqu'il termine ses mandats, va créer l'université francophone à Louvain-la-Neuve, qui est une ville qui va sortir de terre, une ville totalement neuve. Et dans cette université Lovanium, en 1967, il existait un centre d'études des religions africaines qui avait une certaine renommée autour de l'abbé Moulago, et une revue également prestigieuse sur les études africaines. Et j'ai été affilié d'emblée à ce centre. Mais très rapidement, je considère que pour comprendre quelque chose aux religions africaines qui m'intéressent à ce moment-là, et dépasser les poncifs au sujet des notions d'ancestralisme, d'animisme ou même de réflexion sur la magie, sur la sorcellerie, sur les esprits, la possession par les esprits, ce qui est censé être au cœur des religions africaines, qu'il fallait une formation que je n'avais pas et que je devais me donner. Donc, j'ai commencé à suivre les cours de linguistique africaine, à essayer de comprendre un peu mieux les différentes familles de langues africaines, parce que vous savez que sur les quelques 6000 langues qui se parlent dans le monde, il y en a près de 4000 qui se parlent en Afrique, et que juste dans les langues bantoues, j'étais dans une région de langue bantoue, il y a près de 500 langues bantoues. Mais là où j'ai fait mon doctorat, c'était tout autre chose, c'est dans la région oubanguienne, mais ça c'est quelques années plus tard. Donc il fallait absolument pouvoir travailler la linguistique, la phonologie africaine, et j'ai commencé à suivre les cours, et également des cours de culture africaine. On ne parlait pas comme tel d'anthropologie, mais on voyait les différents chapitres fondateurs de l'anthropologie, c'est-à-dire les systèmes de parenté, beaucoup de travaux sur les systèmes de parenté, pour être bien capable de distinguer entre les sociétés matrilinéaires et patrilinéaires. J'ai fait ma thèse de doctorat dans une société strictement patrilinéaire. Hélène venait d'une société matrilinéaire, donc où l'oncle maternel a beaucoup d'importance. Nous avons pu discuter beaucoup de cela, mais je vais un peu trop vite parce que je ne connaissais pas encore Hélène à cette époque-là, bien que nous avions été à la même époque à Louvain, en Belgique. Nous ne nous étions pas rencontrés, et que je m'occupais beaucoup de l'association des étudiants canadiens en Belgique, et qu'elle était présidente d'une grande association d'étudiants. Nous n'avons pas le souvenir, l'un et l'autre, de nous être rencontrés là-bas. Mais dans le contexte de tous ces cours que je suis à l'université, et le travail sur les religions africaines m'amène à délaisser mes travaux antérieurs
c'est dans le contexte aussi où je fais la rencontre d'Hélène Corin, qui est professeure à ce moment-là à l'université Lovanium. Nous sommes en 1970 et nous ne commençons pas tout de suite à travailler ensemble, mais moi-même, je vais partir, quitter le Congo-Kinshasa en 71 pour venir à l'Université Laval, à Québec, faire une maîtrise, compléter donc ma formation initiale, qui sont des certificats que j'ai eus en linguistique africaine et culture africaine, qui était l'équivalent d'un bac, et je pouvais donc entrer à la maîtrise. En 1970-71, l'université Lovanium va disparaître. Mobutu va créer l'Université nationale du Zaïre avec 3 campus, Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi. Et Hélène se déplacera avec la faculté de psychologie, où elle enseigne, à Kisangani. Alors, moi, je suis en 71 à l'université Laval. Je suis accueilli très, très, très bien par Paul Charret et beaucoup d'autres, mais surtout Paul, qui deviendra un grand ami, à peine plus âgé que moi. Nous sommes du même âge, mais il n'a pas fait les détours que j'ai fait, et il est là comme jeune professeur, et je fais une scolarité de maîtrise dont je garde un souvenir extraordinaire, d'une part avec Paul dans des séminaires sur l'écologie culturelle qui sont absolument passionnants, Marc Adélard Tremblay avec l'anthropologie appliquée, et Marc Adélard Tremblay m'initie à son grand projet du Stirling County avec le docteur Layton, Alexander Layton. Donc c'est l'étude qui s'est menée à ce moment-là en Nouvelle-Écosse avec les monographies de communautés du côté de Dunby en Nouvelle-Écosse. Également, nous pouvions suivre des séminaires à l'extérieur du département d'anthropologie, et j'ai suivi un cours marquant avec Fernand Dumont, un séminaire sur l'imaginaire, et surtout Durand, mais qui, pour moi, reconnectait beaucoup avec toutes les études que j'avais faites sur phénoménologie, sémiologie, etc., herméneutique, et un cours qui venait, un séminaire qui venait compléter. J'étais pas un novice dans l'étude des religions, mais sociologie des religions avec le père Momini, dominicain, qui était là. Et ça, c'était mon corpus de cours, de séminaires, en quelque sorte, pour faire la maîtrise. Il faut que je signale que nous avions une cohorte tout à fait extraordinaire. Il y avait Serge Bouchard qui était là comme collègue avant qu'il aille faire un doctorat à McGill. Il y avait André Lepage qui était là. Beaucoup qui ont eu, nous étions une douzaine, une carrière véritablement en anthropologie au Québec et à l'étranger. Les méthodes pédagogiques étaient très, très différentes. Par exemple, pour le cours d'écologie culturelle, les cours ne se faisaient pas à l'université. Nous allions d'une maison à l'autre. Chacun recevait donc tous les collègues et professeurs chez lui.
Ça ne durait pas 3 heures, ça durait 6 heures, 7 heures. On mangeait, on buvait, on riait, on discutait fermement et c'était tout à fait extraordinaire. C'était une belle ambiance intellectuelle, véritablement de débats, de controverses et je suis en train de faire à l'époque mon travail sur les bérets blancs et qui va m'amener aussi, bien sûr, à faire beaucoup de terrain dans les familles membres de cela. Je suis beaucoup supporté par Paul dans ce travail et en 73, donc, je recevrai officiel, un diplôme d'anthropologie, si on peut dire, une maîtrise. Mais en 72, je suis retourné donc au Zaïre, mais cette fois-là à Kisangani, avec le projet de commencer un doctorat. Et j'étais inscrit sur les entrefaites, je m'inscrivais à l'Université Laval. Mon idée avait été de peut-être aller à Madagascar. J'avais même le visa pour Madagascar, j'avais travaillé chez les Sakalaves, mais après discussion avec Hélène et développement de projets d'avenir ensemble en 72, j'oublie que je retourne au Zaïre pour prendre mes bagages et partir pour Madagascar, alors que je me suis préparé depuis plusieurs mois à partir là-bas, faire un terrain. Je décide de rester et commencer une relation avec Hélène en 72. Mais où alors travailler, puisque je ne sais pas très bien où je vais pouvoir faire le travail que je veux faire. C'est le champ de l'anthropologie médicale, alors émergent, puisqu'il n'existait pas encore. Mais la question de la santé m'intéressait. Je dirais, si je pense les religions m'ont intéressé, c'est à cause du problème de la mort. Et le mortifère nous conduit directement au pathologique. Et pour moi, il y avait une forte parenté entre les religions comparées et les systèmes médicaux comparés. Alors, nous évoquons ensemble un certain nombre de possibilités et finalement, nous arrivons à la conclusion qu'une des régions les moins étudiées du Zaïre, à tout point de vue, les langues m'intéressent. Or, c'est une langue dans l'Ubangi, région de l'Ubangi, à la frontière entre la République centrafricaine et le Congo-Kinshasa, existe une famille de langues monosyllabiques à ton, les langues tonales. Le Mbandi est une de ces langues, il en existe une quarantaine, dont on peut tracer l'ascendance dans un proto-ubangien, qui était un système de langue, proto-langue, sans doute parlé il y a 2000 ans, quelque chose comme ça, qui se sont diversifiés, mais qui ont gardé la structure des 3 tons et un système linguistique très peu à dérivation, comme on dit, et avec faible inflexion. En tout cas, c'est un système qui m'intéressait. Et des linguistes belges que j'avais connus au musée de Tervuren pendant les années de Louvain avaient travaillé là-bas. Et Hélène me dit, il me semble que ce serait intéressant d'aller voir. Donc j'ai décidé d'aller voir par bateau de Kisangani à Bumba sur le fleuve Zaïre, et puis par camion, et
Je me rappellerai toujours mon arrivée au village où je vais m'installer, qui s'appelle Abu Mumbazi, qu'Obu Manambasso, tué avec le bâton, mais que les gens appelaient Abouzi Paris. Abouzi Paris, parce qu'il y avait un système d'électrification à partir de groupes électrogènes. Un des compagnons de la Révolution, un des compagnons de Mobutu, qui avait donc fait la Révolution en 65, et qui, c'était le général Bobozo, qui était natif d'Abouzi Paris, d'Abu Mumbazi, avait électrifié son village d'origine, un peu comme... Et je me rappelle sortant de la forêt équatoriale avec une route sur 300 km où on est continuellement entouré d'arbres, véritablement pris dans cette forêt, et tout à coup vous arrivez dans une petite ville à peu près de 5000 habitants qui est électrifiée. Je suis fasciné par cette affaire. Je me dis, on est presque rendu au bout du monde, mais qu'est-ce que ça fait en pleine forêt équatoriale, cette affaire-là? Et je dis au camionneur, je descends ici. En fait, je m'en allais jusqu'à Lubangui et il y avait encore 100 km jusqu'à la rivière Lubangui. Donc, je m'arrête là et je vois un feu. Et je rentre là. Je parlais lingala, mais je ne parlais pas Ngbandi. Alors, et cet homme qui m'accueille, un vieillard, Papa Mboulisso, et qui dit, asseyez-vous. Il ne me demande pas qu'est-ce que je viens de faire, rien. Il me dit seulement, vous avez voyagé, voulez-vous vous laver? Je dis, oui. On va faire chauffer l'eau. Je vais chauffer l'eau, je vais prendre une douche à l'africaine, par en haut, et puis pendant ce temps-là, on prépare à manger. Il est à peu près 8h30, 9h du soir. Et puis après ça, il me donne un petit alcool traditionnel, un arak. Il ne dit pas un seul mot, il dit on parlera demain. Et j'ai dormi pour la première fois sur le tangué, ce lit de latte de bambou. Et le lendemain, j'apprends que, en fait, je suis abouti chez un chef, un des grands chefs de ce village, tout à fait par hasard, tout à fait par hasard. Et il commence à me parler de cette société qui est une société royale, mais où il y a des esclaves, et qu'il y a des grands clans, le clan du Boiteau, d'autres clans. Alors, je suis fasciné, j'ai dit je ne vais pas rester ici, je vais aller vers les villages. Et je vais commencer à travailler avec cet homme sur les proverbes, sur les contes. Mais il faut d'abord apprendre la langue. Alors j'ai mis près d'une année à étudier la langue, qui est une langue extrêmement difficile. Il faut une oreille musicale très très forte, c'est langue à ton. Et ce n'est pas lui qui m'a enseigné, ce sont d'autres personnes. Et tous les jours, je passais plusieurs heures à essayer d'entrer dans ce système linguistique, dresser un glossaire, écrire une mini-grammaire, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que c'est probablement de là, de ce travail long, assidu, répété, qui va m'amener à voir la culture comme étant essentiellement une extension du champ sémantique de la langue. Si la langue est composée d'une syntaxe et d'une mise en œuvre dans une pragmatique de cette syntaxe, de cette grammaire, il y a l'aspect absolument fondamental de la langue qui est la sémantique. Alors, quand nous utilisons le mot Nzapa, Kétoua, Cécé, Yayou, qui sont tous des termes qui
se réfère aux divinités, qui se réfère à Dieu, nous sentons très bien qu'il y a dans cette multiplicité de termes déjà l'embryon d'une théologie. Arrivant là-bas, avec un biais à la fois linguistique et un biais, que je pourrais dire, théologique, ces termes m'ont beaucoup intéressé. Et cette définition de la culture, de voir que simplement la culture, ce sont des élaborations secondaires et tertiaires, les surélaborations du système sémantique de la langue. Quand le Ngbandi, le matin en se levant, dit « Munzapa, Muketwa, Mosese Moyayou, Ibatimbilome » vous me voyez avec mes mains, avec mes membres. Je n'ai pas fait le mal, que cette journée soit bonne pour moi. Il invoque qui exactement? Les missionnaires, quand ils sont venus et qu'ils ont parlé d'un Dieu créateur, qui était donc ce fameux Dieu qui crée les choses, et qui vont utiliser le mot Zappa, parce que dans certains mythes, on voit que Zappa est fabricateur. Mais pourquoi on n'a pas utilisé le mot Ketwa, Ketwa aussi, etc. Donc, et c'est là qu'on se rend compte de cette extraordinaire diversité. Ces termes que je réfère au domaine simplement des divinités, il faut commencer à l'élargir. Quand nous entrons dans un univers qui est, je dirais, tout à fait périphérique, contigu à celui-là, qui est l'univers de la magie, de la sorcellerie et des esprits, et pour moi, qui peu à peu entrer dans le domaine des thérapies, et que je découvre un guérisseur, un village de guérisseurs, qui va d'ailleurs donner un film qui s'appelle Bindolala, donc où il y a 3 hôtels autour desquels toutes les thérapies se fabriquent. Au milieu du village, un hôtel des ancêtres, qui est à Kotara, nos ancêtres, un hôtel près de la rivière aux esprits de l'eau, parce qu'il faut être pacifié avec les esprits de l'eau, et à l'orée de la forêt, de l'autre côté, aux limites du village, un hôtel au Torolindo, les taureaux, les esprits de la forêt, Torungu, Toro Akotara, Torolindo, et tout ça qui vont devenir absolument fondamental. Quel esprit peut posséder? Et si on est possédé, quand faut-il un adorcisme, c'est-à-dire une alliance avec l'esprit, et quand faut-il expulser l'esprit? À quel moment la chose doit se faire? Et dans quelles circonstances? L'esprit peut-il être protecteur? Bien sûr, il peut être protecteur. L'importance d'une familiarisation avec les esprits, de vivre dans l'environnement des esprits. Et j'étais fasciné de voir à quel point, pour ces populations, les esprits, c'était une réalité incontournable dans leur vie quotidienne. Et j'intervenais partout. Face à un autre système, celui-là du mal, et que je veux voir réapparaître dans les pathologies aussi, qui est les actions néfastes de différents types de sorcellerie, mais il en existe plusieurs. En général, en anthropologie, on distingue entre le witchcraft et le sorcery, le witch doctor et sorcerer. C'est beaucoup plus complexe que cela. C'est pas juste des êtres qui sont néfastes par eux-mêmes ou d'autres qui utilisent des objets pour produire du mal. C'est un champ qu'il nous faut comprendre, qui est je paierais ça, si on veut, une théologie de l'origine du mal et du contrôle du mal, qui est alternative à tout le travail des esprits, et de l'autre côté, tout le champ de la magie, qui est lui aussi fondamental.
et qui a toujours été présenté comme se structurant sur l'énergie fondamentale, c'est-à-dire les objets sont investis d'une force. Ça nous vient de toute notre pensée animiste que l'on donnait à la nature, en quelque sorte, de la puissance. Et tout ça étant traversé par des phénomènes qui sont des phénomènes de divination. Et du pouvoir de ce guérisseur qui était Zongo Missa et sa femme, avec qui j'ai vécu des mois dans cet hôpital, qui avait toujours une trentaine de malades, mais ma thèse va porter véritablement sur cette structure hospitalière, essayer de comprendre le type de thérapie qui se met en place là, et petit à petit, en regardant les structures des divinations, lorsqu'un nouveau malade arrivait et que on lui demandait non pas de dire la cause de son mal, mais de dire son mal, de formuler ces récits de souffrance en quelque sorte, et qu'eux commençaient à investiguer. J'ai réalisé à quel point l'entreprise divinatoire était une entreprise de diagnostic très systématique, explorant les différentes régions systématiquement les unes après les autres. Et alors, tout un système se met en place et donc pendant ces années, je vais approfondir ce système qui sera l'objet de ma thèse. Cependant, cette thèse ne sera écrite qu'en 78, plusieurs années plus tard, parce qu'en 74, Hélène et moi, nous repartons vers Kinshasa à la demande du ministère de la Santé pour travailler au sein de l'Institut national de recherche scientifique, l'un et l'autre comme directeur de recherche, et pour faire une étude colossale qui va impliquer 1 millier de guérisseurs à peu près pour mesurer l'efficacité des thérapies traditionnelles. Et c'est le docteur Ngwete, Kinkela Ngwete, le ministre de la Santé publique, le ministre de la Santé du Congo-Kinshasa, qui nous confie ce mandat qui est nouveau en quelque sorte. L'OMS vient de lancer son slogan « La santé pour tous » en l'an 2000 et que les contributions des guérisseurs devront être mises à profit dans tous les domaines. Spécialistes de la folie, spécialistes des maladies de la peau, spécialistes de maladies d'enfants, etc., pour essayer d'atteindre cet objectif de la santé pour tous en l'an 2000. Donc nous voilà attelés pendant 4 ans à travailler, je dis bien, jour et nuit, à voyager à travers le pays, à suivre des guérisseurs, à avoir des collègues du côté pharmaceutique, du côté botanique, du côté psychologique, du côté social, du côté clinique, où tous ensemble, donc dans un centre de recherche sur la médecine des guérisseurs, nous possédons notre propre publication, un petit journal renéotypé dans lequel nous avons publié, Hélène et moi, et nos collègues, nos premiers articles. Et pendant 4 ans, donc, nous faisons ce travail jusqu'à notre départ. Nous déposons le rapport final qui deviendra un livre au mois de décembre 1977 quand nous quittons le Zaïre. La veille de notre départ, et nous sommes encore à quelques heures du départ en avion, après 10 ans de vie au Zaïre, en train de préparer nos bagages parce qu'on a écrit ce rapport jusqu'à la fin.